M. Legendre, qui est spécialiste en volcanologie au niveau de la Guadeloupe, mais aussi dans le pôle BRGM, je ne me trompe pas. M. Legendre, que vous avez eu l'occasion peut-être de refléter de voir, parce qu'il était venu avec nous lorsqu'il s'est agi de lui présenter le problème de l'érosion de la plage de la Perle. Donc c'est quelqu'un avec lequel je voudrais saluer M. Narcisse Aïbo de l'université, alors maintenant on dit c'est sorti ce soir, l'université des Antilles, c'est ça, l'université des Antilles, dommage, on a perdu l'UAG, c'était tellement beau, enfin oui, et qui est donc professeur des universités, directeur du laboratoire large, laboratoire de recherche en géosciences et énergie, qui est plus spécialisé sur le projet Tuna Hull. Voilà, donc il va nous parler. Je voudrais saluer Madame Varin et Monsieur Edvel de l'ADEAL. En fait, Madame Varin a eu l'idée, elle nous l'a proposé, et nous avons donc décidé de commémorer en fait cet événement qui a marqué la commune. Ceux qui habitent Caféière ou La Coque peut-être ne l'ont pas vu, mais ceux qui habitent le bourg ont eu l'occasion, le 20 mai 2006, en plein jour, c'est un samedi. Ce jour-là, nous recevions les enfants des écoles de DE, je crois de Sainte-Rose-Lamentin, pour un défilé dans le cadre de la journée de l'école publique. Et donc, ce jour-là, on avait vu les fondements de l'appontement et les canaux qui mouillent habituellement un petit peu au large étaient pratiquement dans le sable. La mer s'était retirée. Et après, elle est revenue, heureusement, pas trop loin. Mais l'autre qui était beaucoup plus important, c'était le 13 juillet 2003. 13 juillet 2003. Là, on dormait, mais il y avait deux grosses manifestations à dire. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait un mariage dans l'ancien restaurant Note Bleue. Et il y avait un grand karaoké au restaurant Le Mouillage. Okay. Beaucoup de monde dans la soirée. Mais comme il avait plu un peu, les gens pensaient que c'était la pluie. Mais en fait, la vague est venue et a atteint une hauteur de 2 mètres. Monsieur Zaïbo, près de 2 mètres. Puisque quand j'étais avec un ingénieur le lendemain, quand on a vu les traces de peinture sous les roches qui sont au pied de la douane, les traces de peinture, donc les peintures, la peinture laissée par certains bateaux qui ont touché cette zone, c'était 1,80 m, près de 2 mètres. Donc, il y a des bateaux, des canaux qui sont remontés dans le lit de la rivière et qu'on est allé retrouver après le pont Rouge, après le pont Eiffel, puisque la rivière, l'eau avait emmené les canaux, beaucoup de canaux avaient coulé, d'autres étaient partis, puisque les amarres avaient cédé. C'était en pleine nuit. Et les gens pensaient que c'était à cause de la pluie. Mais les pêcheurs qui étaient là ce soir-là, notamment Auric, etc., ils ont vu la force, la puissance du phénomène. Donc, nous avons voulu donc ce soir, est-ce que j'ai salué tout le monde? Non? Je voudrais saluer M. Anténor Abazac, que tout le monde connaît, puisque chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on a l'impression que c'est le médecin docteur Gémal, comment il faut faire. Et qui est toujours prêt à répondre pour informer la population. Je voudrais saluer ce soir, mesdames et messieurs les élus qui sont là et leurs collaborateurs, tous les présidents d'associations, toutes les personnalités, les notables, les non-notables, enfin tous les gens de la population d'hier qui sont là. Saluer aussi le représentant de la presse et vous dire merci d'être là. Alors, on dit toujours, prévenir, c'est guérir. Informer en amont, eh bien, quand on est informé, on anticipe, on est plus capable de se prendre en charge. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons demandé à ces spécialistes de venir ici ce soir pour échanger avec vous, vous informer, parce que le but de la table ronde, c'est justement de nous permettre de comprendre le phénomène. Donc, quand on comprend, quand on sait, on est plus à même d'avoir les bons gestes pour agir ou pour réagir. Donc, ce soir, le modérateur sera Alphonse Guillaume, je vous l'ai dit, premier adjoint au maire responsable des finances, mais surtout, ce soir, il porte la casquette de responsable de la sécurité au niveau de la commune, puisque c'est le responsable
l'élu responsable de la sécurité, dans un premier temps. Ensuite, nous aurons, alors premièrement, nous aurons donc l'intervention de M. Legendre, donc Alphonse Guillaume est le modérateur. Ensuite, nous aurons l'intervention de M. Legendre. Après, M. Narcisse Zaïbo, mais M. Anténon Abazak étant là, il va ajouter sa touche à l'information. Ensuite, nous allons échanger de façon à pouvoir répondre. Ils vont répondre à toutes les questions que vous allez leur poser. C'est important. Nous sommes sur le littoral. Je vois le directeur de Fort-Royal arriver. Il y a Fort-Royal, il y a Riflette, il y a Le Bourg, il y a Ferry. Nous sommes sur le littoral. Les plus protégés sont ceux qui sont à Caféière ou sur les hauteurs de l'Oroux. Mais enfin, nous avons la chance d'avoir de très beaux paysages, une très belle commune, mais à côté de cette beauté, il y a aussi quelques risques. Et donc, pour pouvoir profiter pleinement de ces beautés, il faut connaître les risques et pouvoir anticiper et pouvoir agir et réagir. Donc, je ne vais pas être plus long. Je vais tout de suite passer la parole à M. Legendre, qui va nous faire son exposé. Merci beaucoup, Madame la maire. Bonsoir à tous. Merci à la DEAL de me donner ce temps de parole. Yoann Legendre du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. J'ai fait ma thèse en volcanologie sur la soufrière de Guadeloupe et j'ai eu l'occasion, au cours de mes études, d'aller travailler à l'Observatoire de Montserrat sur la période 2008-2009. Et voilà, donc on m'a demandé de parler de l'éruption de Soufrière Hills et notamment de l'événement du 20 mai 2006 qui, comme vous le savez, a amené ce tsunami sur les côtes de Déhay. Voici la dernière image que l'on a en 3 dimensions. 20 ans d'éruption, ça nous permet de voir les évolutions qu'on peut avoir comme outil de communication et comme outil scientifique. Image en 3D du dôme actuel de Soufrière Hills. Alors je ne sais pas si j'ai... Voilà, donc le dôme il est ici, et toute la partie que l'on voit là, ce sont les structures de déstabilisation de flanc, ou en tout cas de dôme. Là pour le coup c'est un dôme, et on y reviendra après pour en parler un peu plus en détail. Montserrat, vous le savez, c'est une île volcanique qui est située dans les Petites Antilles. Elle est à 70 km de la Guadeloupe, c'est très proche, c'est pour ça qu'on en ressent les effets directs, notamment au cours de son éruption. Pour faire à peu près simple, la Soufrière Hills, qui est le volcan de Montserrat, est rentré en éruption en juillet 1995 et l'éruption est toujours en cours. On fêtera cette année les 20 ans de l'éruption. Alors on y reviendra plus tard, ce n'est pas 20 ans d'activité en continu, il y a des périodes d'activité intense, des périodes de pause. Là pour l'instant on est plutôt dans une période de pause, mais voilà, ça fait 20 ans que ça dure et c'est à plusieurs titres une éruption qui est particulièrement intéressante depuis 20 ans. Et encore plus pour la Guadeloupe parce qu'en termes de durée, c'est quelque chose d'assez, pas nouveau, mais en tout cas de particulier pour les Petites Antilles. En termes de diversité des phénomènes éruptifs, en termes de méthodes de surveillance et de méthodologie, d'analyse de tout cet consortium de scientifiques qui ont eu l'occasion de travailler dessus pour apporter des solutions, en tout cas pour répondre à des questions. C'est vraiment une éruption clé et très intéressante. Un contexte dynamique, géodynamique, je ne vais pas parler très longtemps de ça, c'est juste pour comprendre qu'en fait, à l'échelle des Petites Antilles, on a un même contexte géologique, qui veut dire que du coup, l'origine du volcanisme qu'on observe à Montserrat est le même que celui qu'on peut observer à la Soufrière et le même que sur les îles des Petites Antilles, en tout cas l'arc interne des Petites Antilles. Alors, vous voyez, là, c'est une vue de toute l'Amérique centrale, le nord de l'Amérique du Sud et de la zone Caraïbe. Il faut savoir qu'on a un mouvement de tectonique des plaques au niveau de la surface de la Terre et qu'on a la subduction, c'est-à-dire le passage d'une plaque sous l'autre. Et là, pour l'occurrence, c'est la plaque sud-atlantique qui plonge sous la plaque caribéenne à une vitesse de 2 cm par an. C'est ce contexte géologique-là particulier qui fait qu'on est soumis à des risques volcaniques, des risques sismiques, des risques de tsunami dans la zone des Petites Antilles. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, simplement c'est que ce qu'on observe, c'est qu'on a toutes les îles qui sont en noir, sont des îles avec un volcan actif. Ça fait une bonne partie des îles de la Caraïbe. Et après, on a les îles en gris. Alors attendez, ceux-là, ouais, c'est pas très efficace.
Hop, la Molette qui est ici. Donc toutes ces îles-là, ça fait partie de l'arc interne des Petites Antilles où on a des volcans actifs. Toutes les étoiles représentent des volcans. La montagne Pelée, en rouge on a la Soufrière de Guadeloupe et ici on a la Soufrière Hills de Montserrat. Et ici, donc, ce sont des îles qui sont d'anciennes îles volcaniques qui ne sont plus actives. Voilà, c'était juste pour introduire un peu mon propos. Un fonctionnement général des éruptions, des volcans, pardon. Pour faire simple, il y a deux phases. On a des phases de construction et des phases de destruction. Les phases de construction se font au rythme des différentes éruptions. On a différents types de dépôts qui sont associés à différents phénomènes éruptifs et tout ça a pour conséquence d'accroître la forme du volcan, de modifier la superficie du volcan. Non, il y a un problème de micro. Pardon. Ouais, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais d'accord. Donc voilà. Donc ici, différentes photos qui permettent d'illustrer les différentes phases éruptives. On a ici des colonnes éruptives qui sont liées à différentes explosions. Ici, le dôme, comme on peut l'observer en mars 2013, donc il n'a pas beaucoup bougé depuis. Ça, c'est le dôme de Montserrat avec un hélicoptère qui est ici. Et des photos aériennes où on voit justement, quand on parle de construction et d'augmentation de la superficie, on voit au niveau des rivières, là on a la Tar River, une accrétion. Tout ça, c'est des terrains gagnés sur la mer, qui sont liés à l'accumulation des dépôts au cours de l'éruption. Il y a une partie qui est une construction et une partie qui est aussi une destruction. On a différents types de destruction, plutôt lentes, comme l'érosion, comme on a l'habitude de voir, et puis des destructions, on va dire, plutôt brutales. Là, on a différents types de destruction. Là, c'est une déstabilisation de dôme qui date de 2003, où on voit en pointillé la morphologie du dôme, et après la déstabilisation, toute cette partie-là qui a glissé. Là, c'est une vue de face, alors qu'ici, on a une vue de côté. Voilà, ce sont des événements au moment où le volcan n'est plus vraiment stable, pour différentes raisons, soit parce que du coup, il est trop lourd, il est trop volumineux, parce qu'il y a des zones de faiblesse sur le volcan, ce qui fait qu'il n'est pas stable, il se déstabilise et il engendre des dépôts. On a deux types de dépôts, les dépôts ici d'avalanche de débris, avec des humocs. Merci. Voilà, merci. Et ici, par exemple, là, on a une déstabilisation de dôme avec les dépôts qui sont associés à cette déstabilisation de dôme et qui constituent un delta et augmentent encore la superficie de l'île. C'est une éruption, je disais, qui est vraiment très intéressante parce qu'elle balaye une grande partie de tous les phénomènes éruptifs qu'on est en droit de s'attendre sur un volcan, à part peut-être la coulée de lave et encore, puisque du coup, comme on a la croissance d'un dôme, on a une phase effusive. On a différentes choses. On a des déstabilisations de dômes ou de flancs qui engendrent des dépôts. Tous ces dépôts-là sont observés ici. On voit les variations de couleurs. Ça, c'est l'événement de 2009, où on a aussi là d'autres dépôts qui sont associés, qui se superposent. Ici, c'est la ville de Plymouth, qui était la capitale, qui est toujours la capitale de Montserrat, et puis des phases explosives. Si on revient sur l'éruption qui dure depuis 20 ans, j'ai essayé de remettre en avant quelques dates clés. Je n'ai pas toutes les énumérées, mais il faut savoir que du coup, à partir du 18 juillet 1995, on a officiellement, c'est le début de l'éruption, avec la première explosion phréatique. Ça fait suite à 3 ans de réactivation sismique. Quand courant 2015, un observatoire a été mis en place, l'observatoire de Montserrat, qui est toujours à l'heure actuelle actif. Et après, quelques dates clés comme étant la première explosion vraiment magmatique qui a fait un panache, comme on a vu sur les photos précédentes, un panache de 13 km de hauteur. Ça, c'était le 17 septembre 1996. Et puis d'autres dates clés qui sont importantes, je pense notamment au 25 juin 1997, où là, on a une explosion assez dévastatrice qui a, par exemple, détruit l'aéroport et qui a occasionné malheureusement la mort de 19 personnes, qui sont les seules, je crois, personnes décédées durant cette éruption. Et puis quelques dates clés, notamment, comme Madame la maire le disait, le 13 juillet 2003, où on a un important effondrement de dôme qui a généré aussi en Guadeloupe et sur la côte de Déhay un petit tsunami, et le 20 mai 2006, qui est le deuxième plus important effondrement de dôme, c'est-à-dire qu'on avait un dôme qui était en place, qui pour différentes raisons s'est déstabilisé. En se déstabilisant, il a créé une avalanche de roches et de gaz, et c'est cette avalanche de roches et de gaz qui, en rentrant dans l'eau, parce qu'il y a un gros volume, parce que ça arrive à une certaine vitesse, va générer une onde qui va se propager. Et puis, le 11 février 2010, ça fait déjà plus de 5 ans, et c'était la dernière évidence d'activité magmatique de Soufrière Hills. Et depuis le 11 février 2010, on est sur une période, on va dire, de pause éruptive.
Donc je parlais de différentes phases d'activité volcanique qui est entrecoupée de phases de pause. Il y en a 5. Donc, la dernière s'est finie le 11 novembre 2010. La première a commencé en novembre 1995. Je ne vais pas toutes les énumérer ici parce que j'y reviendrai rapidement après. Mais voilà, on a 5 phases de pause, d'activité volcanique qui sont entrecoupées de pauses. Alors ces pauses ne sont pas vraiment des pauses au sens comme on pourrait l'imaginer. Parce qu'il y a quand même des signaux. Il y a une activité sismique, il y a une activité fumerolienne, il y a la déformation. Il y a toute une vie qui montre que du coup le volcan est encore actif. Simplement, on n'a plus d'éruption, on n'a plus de déstabilisation, on n'a plus de magma en surface qui apparaît. Et ce graphe-là le représente assez bien. On voit en rose les différentes phases de l'éruption et en vert les différentes phases de pause éruptive. Alors on a différentes informations sur ce graphique-là. On a en bleu sur la première ligne l'activité sismique en nombre d'événements, où on voit bien que les pics d'activité sismique correspondent aux pics d'activité éruptive. En rouge ici, on passera les données noires, mais en rouge on voit les évolutions de la déformation du sol. C'est-à-dire qu'on a un réseau GPS sur le volcan qui permet de mesurer la déformation du sol. Et ce qu'on voit ici, quand la pente est positive, c'est qu'on a un gonflement du volcan dans les périodes interéruptives et qu'on a une inflation du volcan progressivement qui est liée aussi au fait que le magma sort en surface. Et ainsi de suite. Et nous, on nous situe ici sur une phase qui continue à tendre vers un maximum qui est positif et qui nous empêche du coup de dire que l'éruption est terminée, même si ça fait 5 ans, on s'aperçoit qu'en termes de déformation, on a encore une déformation positive. Et en dessous, c'est les variations de flux de gaz qui sont mesurées, notamment le SO2. Et voilà, il y a différentes relations entre phase d'activité et phase interéruptive. Je ne vais pas redétailler les différentes phases d'éruption. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la troisième phase d'activité qui est ici. Ce qu'il faut voir, c'est que les 3 premières phases, même si elles n'ont pas duré le même nombre de jours, elles ont à peu près produit le même volume de magma. On parle de millions de mètres cubes. Enfin, oui, quasiment millions de mètres cubes. Au bout de 20 ans d'éruption, on est à 1 km3 de produits émis par l'éruption, par une seule fois, en 20 ans. Mais voilà, et on voit que la troisième phase d'activité a produit quasiment 0,3 millions de mètres cubes, avec, on va dire, quasiment un seul gros événement qui était celui du 20 mai 2006, qui était assez notable, et j'y reviendrai par la suite. Voici quelques photos justement qui permettent d'illustrer le propos. On a à droite une colonne éruptive de plusieurs kilomètres avec des coulées pyroclastiques qui sont à la base. C'est ces mêmes coulées qu'on peut revoir ici, qui se propagent le long des pentes du volcan. Et puis, une fois que le nuage est retombé, ce sont les dépôts qu'on retrouve ici, qui sont principalement canalisés dans les vallées et qui vont après atteindre la mer. Et on le voit bien ici, qu'entre le dôme de Montserrat qui est là, et puis la Tar River probablement, on a ici un fan, un delta, comme on est dans les rivières, de dépôts pyroclastiques. Quelques photos qui ont été prises en 97 de Montserrat, et notamment de Plymouth, qui était la capitale. Bon, c'est pas pour faire du catastrophisme, mais c'est pour montrer que face à ces phénomènes-là, on est un peu impuissant, mais que la nature reprend ses doigts et qu'il y a une activité volcanique qui existe et qui a engendré pas mal de dégâts. J'ai eu la chance de pouvoir marcher dans cette ville-là. Quand je suis allé à l'observatoire de Montserrat, c'était la période la plus calme depuis le début de l'éruption. J'y allais pour voir un observatoire en période de crise. Voilà, c'était la période la plus calme. Ils n'ont jamais eu ça. Par contre, j'ai eu l'occasion, comme c'était très calme et du coup le risque était minime, de pouvoir aller vadrouiller dans la ville, prendre des mesures, voir des dépôts qu'on n'avait jamais vus, faire du terrain que personne n'avait pu faire avant. Et quand on est reparti, le lendemain, sans prévenir, il y a eu une éruption. Donc ça prouve que même en prenant le maximum de précautions, on n'est jamais vraiment à l'abri. Revenons sur l'événement du 20 mai 2006. 6h45, même un peu plus tôt, dès 6h, quelque chose se passe sur le volcan. On y reviendra par la suite. Mais ce qu'on voit ici, en bas, c'est 6 semaines avant la déstabilisation. Ça, c'est le dôme de Montserrat. C'est une photo de nuit, qui du coup, il y a tellement de lumière liée à l'activité et à la présence en surface du magma, que du coup, on a l'impression qu'il fait jour, mais c'est une photo qui a été prise de nuit.
où on voit bien l'ensemble du dôme. Et là, on est situé dans la Tar River, dans une grande rivière qui part vers l'est. Et c'est là-dedans, dans cette rivière-là, que les dépôts vont se canaliser avant d'atteindre la mer. Et là, on a la photo de la NASA, photo aérienne, qui a été prise le 20 mai. Alors, j'ai pas l'heure, je ne sais pas à quel moment ça a été pris par rapport à l'éruption. Mais de ce qu'on voit, c'est qu'on a un panache éruptif et que le long des principales rivières, on a aussi les dépôts qui se propagent en mer, qui font les courants de turbidité. La déstabilisation de ce dôme, c'est 115 millions de mètres cubes. C'est quand même quelque chose d'important. Sur les 115 millions de mètres cubes, il y a 90 millions de mètres cubes qui viennent directement du dôme, donc de celui qu'on voit ici, quasiment le dôme en entier. Et après, il y a 25 millions de mètres cubes qui viennent aussi des remparts, des structures à côté, de l'ancien volcan, des flancs qui ont été emportés, qui ont été érodés aussi en même temps que du coup l'écoulement et l'explosion se faisaient. C'est un petit descriptif pour essayer de donner une chronologie un peu aux événements, mais il faut savoir que dès 6 h du matin, on commence à avoir une intensification de l'activité sismique. Très vite, le réseau sature, donc du coup, on n'arrive plus à suivre, lié à l'activité sismique, ce qui se passe vraiment. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est lié à des chutes de blocs sur le volcan et aux premières coulées pyroclastiques. En tout cas, les premières coulées pyroclastiques sont visibles à 6 h 45. Jusqu'avant, parce qu'il y a des nuages sur le volcan, parce que du coup, on n'a pas la bonne visibilité, parce qu'on n'est pas bien orienté par rapport au volcan, on ne pouvait pas les voir. 6 h 45, dans la Tar River, on voit les premières coulées pyroclastiques. 7 h 15, mon collègue confirmera, Narcisse Aibo, mais je crois que c'est à 7 h 15 que la vague a touché Dehe. Voilà, le tsunami atteint la ville de Dehe avec une hauteur estimée à peu près à 1 mètre. Et à 7 h 45, on a vraiment l'apothéose de cet événement-là, avec 4 explosions qui font des panaches de près de 20 km de haut. C'est quasiment la hauteur maximum qu'on a vue pendant cette éruption de Montserrat. 20 km de haut de cendres, qui projettent des blocs, bien évidemment, sur tous les flancs. De nombreuses coulées pyroclastiques qui atteignent déjà la Tar River, qui rentrent aussi en mer. Et voilà, on a des formations qui sont très vigoureuses, très rapides, parce qu'on pense que justement ce dôme qui était assez frais était riche en gaz, et que le fait de le déstabiliser a rendu l'écoulement beaucoup plus riche en gaz, et donc du coup beaucoup plus mobile. Plusieurs jours après, on a des émissions de cendres intenses qui recouvrent la grande partie du sud de Montserrat, et à ça s'associe aussi une forte pluviométrie. On a beaucoup de pluie à ce moment-là, ce qui fait qu'on a des coulées de boue importantes parce que tous les dépôts sont remobilisés. Les rivières qui étaient remplies de dépôts, donc avec l'eau, vont remobiliser ces dépôts pyroclastiques et ça va engendrer énormément de ce qu'on appelle des lahars, des coulées de débris. C'est des mélanges c'est des coulées avec beaucoup d'eau et de fragments volcaniques. Et même si tous les dépôts principalement sont orientés vers l'est, là, tout ce qui est lahar, inondation et coulée de boue, ça va avoir des répercussions sur toute l'île, en tout cas sur tout le massif de Montserrat, pas seulement sur la partie est où s'étaient focalisés les dépôts, avec même sur la côte de la Belle Anne, donc c'est complètement à l'ouest, 100 mètres de gagné en l'espace de quelques jours, liés justement à ces coulées de boue qui vont empiéter, créer un delta à l'embouchure de la rivière et gagner 100 mètres de côte supplémentaires en quelques jours. Et puis le 23 mai 2006, et ben voilà, un nouveau dôme se reforme dans la déstabilisation et puis l'éruption reprend son cours. Ça, c'était l'événement du 20 mai. On a ici, donc du coup, toujours notre photo satellite. Là, c'est des collègues qui ont publié un article scientifique sur cet événement-là, justement, particulier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qu'on voit en noir ici, ça fait 7 km. Ça, c'est le dépôt primaire lié à la déstabilisation du dôme. C'est-à-dire qu'il a glissé sur tout le volcan et c'est le dépôt réel de cette déstabilisation de flanc. Tout ce qu'on voit ici, les isopachs, donc les isopachs sont des lignes de même épaisseur. Donc ici, c'est 1 cm, 10 cm, 20 cm. Oui, pardon, j'ai pas dit, mais là, c'est supérieur à 10 mètres, le dépôt en mer. Ça a fait quand même des zones qui sont très très larges, quasiment jusqu'en Guadeloupe. Et ça, c'est les courants de turbidité, c'est les poussières qui continuent à diffuser plus loin que le dépôt primaire. Actuellement, Montserrat est en niveau 1 d'alerte. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu d'activité réellement. Le risque n'est pas nul. Il y a un risque toujours d'avoir une déstabilisation du volcan, d'avoir des coulées pyroclastiques. Ce qu'on observe ici, c'est les 3 zones d'évacuation. Enfin, les 3 zones qui sont soumises à des restrictions. La zone orange est soumise à un accès contrôlé particulier. Avant, elle était complètement interdite. Maintenant, elle est soumise à un accès. C'est déjà une étape supérieure. Tout ce qui est vert est autorisé. Et toutes les parties qui sont ici, ce qu'on voit là, F, A, B et C, qui étaient avant des zones interdites, maintenant sont des zones qui sont devenues autorisées. Et après, dans les zones, justement,
au large de ces rivières qui du coup débouchent en mer. Les bateaux ne peuvent que transiter, ils ne peuvent pas mouiller pour des raisons de sécurité. Pour information, c'était à peu près 13 000 personnes avant l'éruption. Il y a eu 8 000 réfugiés au moment de l'éruption. Une partie sont revenus, pas tous. Le dernier recensement date de 2008 et il était 6 000 sur l'île, avec les 2 tiers de l'île qui sont affectés. Pour parler des tsunamis, parce que du coup c'est ce qui nous intéressait aussi, juste vous dire que le BRGM met à disposition, dans le cadre de ses activités, recense la base de données des tsunamis observés en France, et que si on regarde par exemple pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, on voit que le 20 mai 2006, c'était le dernier tsunami qu'on a eu en Guadeloupe, il était lié à l'activité de Montserrat. Et puis si on regarde aussi un peu mieux, déjà celui de 2003 était aussi lié à l'activité de Montserrat. Et puis après celui de 2004 c'est lié à l'activité sismique, notamment via le séisme des Saintes. Et ce séisme de 2003 a été modélisé dans le cadre d'une étude en 2007 par le BRGM avec la DEAL et la région Guadeloupe. Et on voit ici la première modélisation où on voit la propagation de la vague liée à l'événement du coup de 2003. Donc pour vous faire rapidement, c'est le même scénario que 2006, déstabilisation d'un dôme volcanique, sauf que là, plutôt que d'avoir 110 mètres cubes, on est à 220 millions de mètres cubes, donc c'est 2 fois plus important. Et voici les données qu'on a, avec les résultats de la modélisation. On voit qu'entre 50 cm et 1 mètre, c'est ce qui correspondait à peu près à ce que les valeurs qui étaient observées, avec un delta T, donc c'est le temps entre le moment où le dépôt rentre en mer et le moment où la vague arrive sur les côtes, à des haies de 16 minutes, 17 minutes pour la perle et 18 minutes pour Malandure. Et je pense que ça fait une bonne introduction à mon collègue. Très bien. Quand on regarde la courbe que vous avez montrée tout à l'heure, on voit que le dôme est en train d'augmenter en 2014 et la courbe semble plus importante que les années précédentes. Alors, est-ce qu'on risque d'avoir un écoulement de roches qui sera beaucoup plus importante et qui puisse générer un tsunami plus important? On enchaîne tout de suite avec la deuxième, Madame le maire. Et toi? Une deuxième question. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la plaque Caraïbe et la plaque Atlantique. Est-ce que la plaque Caraïbe serait celle aussi de la plaque Pacifique? La troisième et dernière question pour l'instant. Je vais répondre dans l'ordre. Ce qu'on a vu dans le graphe, je ne peux pas le remettre, je suis désolé, mais on y reviendra plus tard si vous voulez le revoir, parce que j'ai passé le vidéoprojecteur à mon collègue. Ce qu'on observe avec la courbe qui monte et qui donne l'impression de monter plus rapidement, en tout cas là maintenant elle est à la même hauteur que dans les maximums qu'on pouvait voir dans les années précédentes, c'est la déformation du sol. Pour avoir un volume important qui rentre en éruption et qui est déstabilisé, il faut avoir un volume de roche. Dans cette période-là, on n'a pas de nouveau volume, on n'a pas d'augmentation du volume du volcan, puisqu'on n'a pas d'éruption. Donc en fait, tout ce qu'on observe, c'est que du coup, on a une dynamique interne au volcan qui aboutit sur une déformation du sol. La raison, pour longtemps, elle a été considérée... Oui. Pour longtemps, elle a été associée à un gonflement, à une arrivée de magma dans la chambre magmatique, sauf que là, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas d'éruption. Donc on ne sait pas, ça peut être lié à des équilibres, à des modifications internes du volcan. En tout cas, pour avoir quelque chose de plus volumineux qui peut engendrer un tsunami plus important, il faut avoir plus de volume de roche. Et là, pour l'instant, le volcan n'est pas en éruption. Et l'éruption, le dôme de la Soufrière Hills actuel, en termes de volume, n'est pas le dôme le plus important qu'on a eu au cours de l'éruption. Et pour répondre à la question sur la tectonique des plaques, la plaque Caraïbe n'est pas la plaque Pacifique parce qu'entre les deux, il y a d'autres plaques de l'autre côté de l'Amérique centrale, Nazca, Coco, et voilà. Voilà, la plaque Caraïbe, c'est la plaque Caraïbe. Donc, on
poursuit avec le professeur Zaïbo. Bonjour. Donc, quand j'ai été contacté par Madame Barin pour parler de tsunami, j'ai tout de suite dit oui. Dit oui parce que on venait juste de finir un projet qui a été financé par la région Guadeloupe, par un projet dans le cadre de financement Interreg. Donc, un projet qu'on a mené sur plusieurs années, donc de 2011 jusqu'en 2014. Donc, on venait juste de finir le projet. On a fait la restitution du projet en novembre 2014. Donc, les résultats sont encore, viennent d'être à peine démoulés. Donc, j'étais particulièrement heureux donc, de vous le présenter. Donc, c'était un peu le but du jeu. Voilà. Sauf que dans les échanges de mails que j'ai eu avec Mme Varin, elle m'a dit on fait la commémoration des événements de Montserrat. Voilà. Comme nous sommes à une période de commémoration, j'ai trouvé le mot assez intéressant parce qu'on est dans une période assez spécifique. Donc ça m'a permis donc de bien orienter mon intervention. Alors ces événements de Montserrat, donc mon collègue vient de nous en parler. Donc ils sont principalement liés à l'éruption du volcan à Soufrière Hills de Montserrat. On en connaît principalement 4, donc depuis 95, donc 95, 97, 2003, 2006. Donc ceux du 26 décembre 97 donc ont généré un tsunami à Montserrat, mais il n'y a pas eu de témoignages de tsunami sur les côtes de la Guadeloupe. Mais ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de témoignages de tsunami sur les côtes de la Guadeloupe qu'il n'y a pas eu de tsunami en fait. Donc, il n'y a pas eu de témoignage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tsunami. Voilà. Tout à l'heure, je vous en dirai un peu plus. Voilà. Après, le 12-13 juillet 2003, donc, il y a donc, la grosse éruption dont vous a parlé tout à l'heure mon collègue, donc, qui a généré un tsunami à Montserrat, mais qui est arrivé sur les côtes des Déhais, et puis le 20 mai 2006 aussi, donc celui dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc, trois événements, 2 qui ont généré des tsunamis à coup sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans une période, surtout celui de 2006, on était après 2004. Donc le tsunami était encore assez vivace dans la mémoire collective ici. Voilà. Donc même si ça a généré un petit événement, donc ça a permis un peu d'alerter un peu tout le monde, donc dans une piqûre de rappel donc, sur l'effectivité de ce risque sur nos îles. Voilà. Donc je me risquais un peu à parler de volcans, mais bon, c'est pas trop ma spécialité. Comme on ne s'est pas concerté avant, j'ai préparé quelques éléments. Donc Montserrat, donc c'est situé. L'élément que je vous donne moi, c'est 55 km de côte à côte, c'est-à-dire c'est la distance que parcourt la vague. C'est-à-dire de la côte des Déhais à vol d'oiseau à la côte de Montserrat, donc ça fait presque 55 km, donc c'est la distance que parcourt la vague. C'est important de le savoir parce que la vague elle arrive très très rapidement sur les côtes des Déhais. Donc en gros, dans les 10 minutes, elle est là parce que ce n'est pas une distance d'aéroport à aéroport, c'est vraiment la distance de côte à côte. Donc la Soufrière Hills, bon, elle est là, et en fait, vous avez donc ici les différentes vallées dans lesquelles les écoulements pyroclastiques vont souvent se déverser, donc soit au nord, soit au sud, etc. Voilà. Voilà. Donc, l'historique de ce volcan, en fait, en termes d'éruption, il démarre vraiment en juillet 95. Mais avant juillet 95, les éléments qu'on lui connaît, c'est vraiment des activités sismiques en 1897, 1898, 1933, 1937, 1966, 67, mais c'est vraiment des éruptions, des activités sismiques. Mais la vraie éruption, elle commence en 95. Voilà. Et c'est là la première éruption depuis le 19e siècle. Parce que le volcan était resté en sommeil depuis presque 500 ans. Donc les spécialistes sont là pour éventuellement apporter des correctifs. Voilà. Donc les risques volcaniques
ce qui est intéressant pour nous en tant que spécialistes de tsunami dans cette figure, c'est vraiment les différentes directions. Ce qui est intéressant pour nous, c'est les différentes directions que peuvent prendre donc les écoulements pyroclastiques selon qu'elles se déversent au sud, etc. C'est important de savoir ça parce que ça permet d'avoir une idée de la distance qui va être parcourue, du temps que ça va mettre pour arriver sur les côtes de la Guadeloupe. Voilà. Donc tout à l'heure, M. Legendre a parlé de ces éléments-là, donc ces zones qui sont des zones d'exclusion, donc pour lesquelles il faut une permission particulière pour pouvoir y entrer. Voilà. Donc Plymouth, avant le réveil du volcan, c'était une ville une belle cité balnéaire, une capitale paisible, hein, mais qui est construite au pied d'un volcan. Voilà. C'est important de savoir ça parce qu'on a en Guadeloupe aussi la même chose, on a Saint-Claude qui est construit au pied d'un volcan. Et Plymouth a mis 500 ans pour se réveiller. Hein. Ouais. Donc une capitale classique, comme vous avez les photos qu'on a, Plymouth ressemble, vous voyez ici, ça ressemble à Déé, ça ressemble au Moule, ça ressemble à Morne-à-l'Eau. C'est vraiment une capitale classique, telle qu'on la retrouve en Martinique, à Antigua, à la Barbade. C'est une capitale, une belle cité balnéaire caribéenne classique. Donc les caractéristiques, c'était avant, en 1995. Moi je suis arrivé en Guadeloupe en 1994. Voilà. Donc 1995, c'est vraiment quelque chose de vraiment tout à fait récent, quoi. Voilà, donc c'est important de savoir ça parce que c'est une ville qui a disparu depuis 1995. Une ville qui est juste à côté de nous. C'est pas du cinéma, c'est pas des choses abstraites, mais c'est juste à côté de nous, à 70 km d'aéroport à aéroport. Voilà. Et les caractéristiques du volcan, je ne vais pas m'attarder dessus. Les spécialistes sont là pour pouvoir bien préciser ces éléments. Donc les éruptions commencent en 1995 et c'est un volcan qu'on qualifie de stratovolcan parce qu'il est conique et en fait sa structure est constituée en fait d'accumulation de coulées de lave. Donc, conique parce que en fait comme la lave elle est épaisse, elle s'écoule depuis le sommet et donc à chaque fois ça forme un cône donc qui s'écoule difficilement. Voilà. Et en 1997, donc les éruptions en fait s'intensifient, mais la population n'est pas encore évacuée. Donc vous avez une photo de l'éruption en 1997, en septembre 1997 à 10h46. Donc la population n'est pas encore, l'observatoire n'a pas encore donné l'ordre d'évacuation de la ville. Donc voilà une photo officielle prise le 22 septembre à 10h46 du matin. Voilà. Et puis le Boxing Day, donc le 26 décembre, l'île entière est ensevelie donc par c'est l'apogée donc de l'éruption, donc l'île entière est ensevelie par les nuées ardentes. Donc vous voyez ici la jetée, donc l'ancienne ligne des côtes était là, et donc voilà tout ce qui a été rajouté par les écoulements pyroclastiques. Donc à partir de là, donc, la population de Montserrat elle est complètement... comme c'est la différence d'un séisme, donc un volcan qui est surveillé par un observatoire, donc on voit l'intensification de l'événement, donc on a eu le temps d'évacuer la population, comme c'est une île qui était une ancienne colonie britannique, donc la plupart des populations ont été évacuées soit dans le nord, dans les montagnes, ou au Royaume-Uni. Voilà. Donc ils sont passés de 12 000 en gros à 5 000 à peu près. Voilà. Voilà. Moi j'ai eu la chance après de visiter Plymouth parce qu'on a quand c'est arrivé en 2003, on travaillait déjà sur les tsunamis à l'université. Donc on a décidé de contacter le directeur de l'observatoire de l'époque. Donc qui nous a reçus et qui nous a fait visiter donc, la ville. Et on voit donc ici Montserrat avant 1995. Vous voyez ici la photo tout à l'heure présentée par M. Legendre. C'est vachement important de ça parce que là on est en 2001, voilà la photo en 2001. Vous avez la même photo ici en 2003. Vous voyez ici l'horloge là qui est là.
Et, et vous voyez ici après, donc, les nuées descentes continuaient donc, toujours donc, à tomber sur la ville. Donc voilà, un ensevelissement complet de ce bâtiment-là. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Voilà, justement. Et donc c'est à la suite de ce tsunami de 2003 qu'on a monté un dossier. On a monté un dossier pour essayer donc d'installer donc sur la côte de la Guadeloupe des marégraphes. Voilà. Donc avec l'observatoire de l'époque, on a fait un projet commun donc pour installer donc des marégraphes. Donc il y en a eu un dans le port de Dédé, un à Basse-Terre, un à Salabac. Et puis vous voyez ici le spécialiste, à l'époque il était encore plus fluide, il était plus mince que ça. Voilà, en 2003, donc en pleine installation du marégraphe, voilà, qui est toujours là d'ailleurs. Hein, voilà. Il est remplacé, donc il y a quelque chose par satellite. Ouais. Donc quelque part, c'était un peu la réponse des autorités à cet événement-là. Donc il était important qu'on puisse avoir des outils pour caractériser exactement ces événements-là. Et donc le marégraphe donc, allait aussi servir aussi de caractérisation de passage de houle cyclonique. Donc arrive ensuite 2006, donc de nouvelles éruptions, donc la soufrière en 2006. Et on a ici donc un témoignage de quelqu'un qu'on a croisé un touriste, donc il nous a remis ici des photos d'un bateau de croisière qui croisait au large de Montserrat, et le bateau de croisière était complètement voilà, couvert de poussière de volcan. Voilà. Et vous avez ici donc le France Antilles local, donc qui a communiqué sur l'événement. La mer s'est retirée à des. Voilà, c'était donc vous avez ici donc le lundi 22 mai 2006. Voilà, voilà, ouais. Donc tu as communiqué donc sur l'événement. Ouais. Avec le risque maximum est dans le nord de la Basse-Terre. Ouais. Voilà. Et donc celui-là, nous on s'est précipité donc à Déhé, et on a eu la chance d'avoir des témoins privilégiés. Donc voilà ce pêcheur-là qui était là ce 20 mai 2006 à 7h du matin. Donc, ce qui corrobore bien avec ce que disait tout à l'heure mon collègue. À 7h du matin, il préparait son bateau. D'accord ? Il préparait son bateau à 7h du matin. Et puis tout d'un coup, il était là dans l'eau, donc avec l'eau qui lui arrivait au jarret. Voilà. Et tout d'un coup, il a vu l'eau monter donc progressivement de la mi-mollet jusqu'à mi-cuisse. Voilà. Jusqu'à mi-cuisse. Voilà. Donc il s'est retiré. Il s'est retiré rapidement et il a observé donc là, des remous dans l'embouchure. Voilà. Donc des gros remous. Donc vous avez en fait des grosses buses entre la marina et des grosses buses entre la marina et l'embouchure. Donc il y a eu des gros remous qui ont duré environ 1 heure. Et il a vu le niveau de l'eau monter dans l'embouchure jusqu'à cette hauteur-là. Voilà. Il a vu le niveau d'eau monter dans l'embouchure jusqu'à cette hauteur-là. Voilà. Voilà. Ce qui fait environ 70-80 cm par rapport au niveau de l'eau dans l'embouchure. Voilà. On a eu un deuxième témoin privilégié, c'est ce pêcheur-là, qui nous montre ici, en fait, tout son matériel de pêche a été détruit par le tsunami du 20 mai. Voilà. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, voilà, un tsunami, c'est une vague qui lèche le fond de la mer. Donc, tous les casiers de pêche qui avaient été installés, enfin, des pêcheurs, ont été tous détruit par le tsunami du 20 mai. Voilà. Et voilà, donc ici, quelqu'un qui nous montre voilà. C'est son outil de travail qui a été donc détruit par le tsunami du 20 mai. Ouais. Voilà. Donc si on résume un peu donc, les impacts des événements de Malandure, donc de 1997 en 2006, donc on peut de façon raisonnable donc, noter 3 tsunamis. Les hauteurs ne sont pas très importantes. Tous sont générés par Montserrat. Voilà. Mais les impacts, bien que réels, donc, sont restés modérés. Inondés. Et ça nous permet en fait derrière de mettre en place un plan de gestion des risques de tsunami pour la ville du Gosier. On a fait la même chose pour la ville de Bemao, on a fait la même chose pour la ville de Saint-François, qui était donc pilote dans ce projet. En Martinique, on a fait la même chose aussi pour Schwelcher, Anse Darley
Première question, est-ce que l'observatoire ne peut pas, qui suivait le volcan, ne peut pas alerter la commune d'Ayé? Donc, je pense que le mieux placé, c'est... Oui, juste pour la partie volcan en tout cas, quand il y a une éruption, il y a le directeur de l'Observatoire de Montserrat a toute une liste de téléphones à passer, de numéros de téléphone, et dans cette liste-là, il y a le préfet de Guadeloupe. Je ne sais pas à quelle position il est, mais voilà, ce qu'on appelle les alertes montantes, où à partir de l'Observatoire, on essaie d'informer les gens au fur et à mesure, qui après, eux, feront redescendre l'information. Donc c'est prévu, ça a fonctionné à plusieurs reprises, et voilà. Après, ça c'est au niveau juste du phénomène volcanique. Oui, je me permets un complément à la réponse de Johan. Effectivement, le préfet est prévenu par Montserrat, mais sachez qu'il y a un temps de trajet, et Narcisse l'a dit, de 10 minutes. Et en 10 minutes, je ne sais pas ce qu'on a le temps de faire, même en appelant et en trouvant la personne au bon endroit. Et tout le monde parle anglais à Montserrat. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Peut-être que le cas de... Il pourrait peut-être répondre aussi sur... Non, non. Le Marie-Gras, est-ce qu'il pourrait passer Oui, je peux, mais j'attendais. Ouais. Alors, mais juste pour Montserrat, la différence entre un tsunami généré par Montserrat et un tsunami généré par un séisme, c'est qu'en général, le tsunami généré par les volcans, ça fonctionne, on peut établir un parallèle avec les cyclones. Un cyclone, on le voit arriver, donc Météo France prévient les populations, attention, on définit un cône de passage, etc. Il va arriver approximativement dans etc. Donc on est plus ou moins prévenu. Le volcan, c'est pareil, une éruption volcanique, ça marche un peu comme un cornet de glace. Vous prenez un cornet de glace, vous rajoutez de la glace, vous rajoutez de la glace, vous rajoutez de la glace, et puis au bout d'un moment, ça se casse. C'est ce qu'on appelle une déstabilisation gravitaire. Donc en fait, les gens qui suivaient le volcan, ils voient le cône monter. Et c'est comme ça qu'on a pu évacuer en 97 la moitié de la population. Donc ils ont eu le temps d'évacuer. Donc il n'y a eu que 19 morts, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, mais ils ont eu le temps d'évacuer la plupart des habitants de l'île. Donc on a la possibilité, et maintenant que Montserrat, si je me trompe, est sous la direction de l'Observatoire de Guadeloupe, moi, il me semble. Nous sommes département français et il y a un problème de diplomatie aussi. Et je ne vois mal un préfet réagir à une injonction d'un observatoire. Vous voyez? Donc il se pose ce genre de problème diplomatique, même pour la sécurité civile. Et de toute façon, le délai est très court. Même si on voit l'éruption se produire, même si on imagine que l'effondrement de dôme à tel endroit, dans ta River Valley ou White River Valley, va nous faire un tsunami sur des haies ou sur terre de bas, c'est déjà arrivé. Effectivement, même si on sait faire tout ça, ce qu'on demande, c'est que les gens qui habitent sur le long de la côte sous le vent soient formés à observer ça. Mais ça, c'est valable que le jour. La nuit, tout le monde dort. Et on n'est pas au bord de la mer forcément à regarder ce qui se passe. Donc, et en plus, l'éruption, on la vit pas ici. On ne la voit pas, en général, sauf de jour éventuellement, ou de nuit peut-être. Mais surtout, on n'entend pas. Donc on n'a pas de préalerte comme pour le séisme. Le séisme, c'est un phénomène d'épouvantail séisme, type les Saintes, type la Martinique il n'y a pas longtemps, etc. Enfin en 2007, vous avez une alerte. Mais là, sur Montserrat, il n'y a pas d'alerte possible. Donc quelque part, il y a une impossibilité, je veux dire, quasiment physique, en plus de la partie administrative, la partie diplomatique, etc., à donner une alerte au public. C'est pas facile, c'est quasi impossible à faire. À moins d'avoir un bouton à l'Observatoire de Montserrat, le gars appuie sur le bouton et ça fait sonner directement le téléphone de Madame Jeannie Marc. Et il faut éviter les intermédiaires parce qu'en 10 minutes, vous n'avez pas le temps. C'est pas possible. Même sur 20 minutes avec un tsunami, vous n'avez pas le temps de prévenir tout le monde. Alors 10 minutes, c'est quasi impossible. Une vague de tsunami. Un tsunami, dans 99% des cas, ce n'est pas une vague. C'est une inondation, c'est de l'eau qui monte, et sur les témoignages qui ont été dits, M. Gaillard et compagnie, sur Sainte-Rose, sur des haies, c'était clairement exprimé. C'est une variation de niveau de la mer qui peut être assez rapide et tout ça, et ça fait l'impression d'une inondation rapide. Si vous avez vu des rivières déborder, c'est exactement ça. Et le terme anglais, c'est tsunami waves, ça veut dire vague, mais n'oubliez pas que le mot waves en anglais, ça veut aussi dire onde. Et je préfère parler d'onde de tsunami.
Et ça donne moins l'impression de murs d'eau ou de vagues qui pénètrent à l'intérieur des terres. Et il faut faire attention à ça parce que ça met de fausses images psychologiques dans la tête, dans l'esprit des gens. Et dernière chose, sur les hauteurs de vagues, Narcisse a montré des... Je n'ai pas compris. Non, mais c'est un logo, ça c'est autre chose. Mais j'avoue que c'est... Bon, je ne suis pas contre ce logo-là. Mais c'est juste pour vous... Je vous donne un exemple. Les tsunamis, 99% des tsunamis, et je vois que les collègues vont le confirmer, c'est une inondation. Et on a des films, il y a tout ça qui vous montre ça. Même à Fukushima, c'est jamais des murs d'eau. En tout cas, à l'épicentre, peut-être oui, de fort séisme, comme Sumatra, comme Tohoku. Mais pas quelques kilomètres plus loin. On a des images de ça. Hein. Bon, évidemment, les médias vous donnent aussi cette impression qu'il y a un mur d'eau, mais faites attention à ça. C'est pas si facile à transcrire quand on n'a pas l'habitude. Et dernière chose, effectivement, si tu as un film, dernière chose, les hauteurs de vagues, oui, vous avez vu les bois flottés là qui étaient arrivés sur la côte à 4 mètres. C'est pas une vague de 4 mètres qui a déposé les bouts de bois à 4 mètres. C'est l'eau qui a glissé, qui a roulé sur le sol jusqu'à 4 mètres d'altitude et qui a laissé les bois à 4 mètres. Donc vous voyez qu'il faut faire attention à ce genre d'image qu'on peut avoir d'une vague qui peut monter et arriver et vous mettre des bouts de bois à 4 mètres, c'est pas possible. D'accord? Donc c'est plutôt une inondation. Quand vous êtes sur la plage, c'est quand la mer monte et redescend, vous avez cette impression-là. Voilà. Mais le marégraphe, quand il détecte le tsunami, il détecte le tsunami là où il se trouve. Donc il est déjà là. D'accord? Et ça veut bien avoir compris ça. Non, attendez. Non, mais non, c'est pas, j'ai pas porté d'image là, mais Narcisse doit peut-être en avoir. Il fait partie du réseau d'alerte tsunami. Nous avons un certain nombre de stations marégraphiques et un certain nombre de stations sismologiques chargées de détecter les événements sismiques parce que l'essentiel des très gros tsunamis sont déclenchés par les séismes en général. Les éruptions Montserrat, pour l'instant, n'ont pas déclenché de très gros tsunamis. Mais un volcan peut aussi déclencher des très gros tsunamis, mais ça dépend des circonstances. Donc nous avons des marégraphes répartis dans la Caraïbe. Et ce que j'appelle Caraïbe, c'est l'Amérique centrale. C'est le Venezuela, c'est la Colombie, c'est les États-Unis, c'est la Cuba, c'est Haïti, Saint-Domingue, c'est Porto Rico, etc. Dans toute cette zone-là, il y a des marégraphes et des sismographes, tous reliés par satellite. Narcisse vous l'a dit. À peu près une centaine. Donc c'est pas 1, 2, 3, c'est une bonne centaine. Et de marégraphes et une bonne centaine de stations sismiques. Et c'est constamment mis à jour. Alors ce qui reste à créer, c'est le centre d'alerte de Porto Rico qui va concentrer tout ça et nous déclencher l'alerte en direct. Pour l'instant, c'est Hawaï qui nous le fait. Donc on a sur le téléphone portable, on a régulièrement des SMS liés à des alertes tsunami de l'océan Atlantique et tout ça. On en a à peu près en moyenne une alerte tous les 15 jours. Hein? Et 9 fois sur 10, comme l'a dit Jean-Marc, fausse alerte. Heureusement. Bon, et donc ces systèmes-là, le système de Guadeloupe, les systèmes de Guadeloupe, de Martinique ou de Dominique, etc., des îles voisines, servent à détecter le tsunami pour les îles, pour la zone Caraïbe qui est à l'opposé de nous. Et réciproquement, les gens qui ont les mêmes équipements en Amérique centrale ou dans les grandes Antilles, etc., au Venezuela, la Colombie, leurs équipements servent à détecter les tsunamis qui vont, eux, nous menacer. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne un système d'alerte. Donc les appareils qu'on a ici, c'est pas pour nous, pour le tsunami, c'est pour les autres. Et ceux des autres nous servent à nous. Et c'est un réseau international. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je voudrais juste revenir sur la question de hauteur de vague de tsunami. Quand on dit qu'une vague a atteint 10 mètres, ce n'est pas la vague qui a 10 mètres dans la mer qui se jette sur nous. C'est un écoulement. Un tsunami, c'est comme un écoulement de rivière. Juste un exemple ici pour vous montrer. Il n'y a pas l'image. Non, ça ne devait. Ça n'aurait pas dû avancer comme ça. Je vais arrêter ça. Voilà. Vous voyez la vague voilà, comme qui rentre dans les terres et qui gagne à chaque fois en hauteur. Donc c'est pas en fait une vague de 10 mètres qui est sortie de la mer, qui s'est jetée sur la côte. Voilà. Et en fait, la limite que va atteindre la vague, ça va constituer en fait la hauteur de vague. Ouais.
Voilà. Et en fait, l'image, elle est vraiment pédagogique parce que vous voyez là que les conséquences indirectes, telles que les incendies, sont même beaucoup plus importantes que l'eau, en fait. Voilà. Donc, un tsunami, ça entraîne des incendies, ça entraîne de la pollution, parce que il y a rupture des digues, etc. Ça entraîne des canalisations. Voilà. Quand ça se jette sur une centrale nucléaire, on a vu ce que ça a donné au Japon. Donc, souvent, donc, les conséquences du tremblement de terre sont beaucoup plus importantes, des fois, que le tremblement de terre en lui-même. Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était juste pour illustrer en fait le fait que quand on dit une hauteur de vague de 10 mètres, on dit que le tsunami atteint 10 mètres. Ce n'est pas 10 mètres qui est sorti de la mer. C'est parce que le tsunami est rentré dans les terres jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Voilà. Et vous voyez là que en fait, là, quand la vague elle arrive, tous les containers, toutes les voitures, quand on va à Sainte-Anne, on garde les voitures sur la plage, mais toutes ces voitures deviennent en fait des projectiles. Et en fait, ce sont ces projectiles qui vont se projeter sur les bâtiments, sur les infrastructures, sur les ponts, etc. Donc, qui vont détruire ces éléments-là. Voilà. Ouais. 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 Donc, comment les voitures vont se projeter sur les maisons, voilà. Sur les ponts, etc. Donc, l'eau qui rentre dans les terres. Et c'est ça qui va, à la limite finale atteinte par la vague, ça va être la hauteur du tsunami. Ouais. Ouais.